Une droite de la journée Tekinov qui s'est déroulée aujourd'hui, 15e édition. Vous savez que c'est l'événement référence de l'innovation. On va procéder dans quelques instants à la remise des prix, à la cérémonie de remise des prix, mais avec Didier Desnus. Bonjour, vous êtes Bonjour. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et qui est le créateur de cet événement. Et puis, avec Laurent Legendre, bonjour, vous êtes Bonjour. le président de Tekinov. Vous êtes aussi directeur régional Île-de-France d'Airbus. Airbus Développement. Airbus Développement. Mais avec vous, en tant que président, voilà, on va essayer de savoir, c'est vrai que c'est une journée un peu particulière avec des conditions sanitaires qu'on connaît. Comment s'est déroulée cette journée? Est-ce qu'elle a répondu à vos attentes? Oui, alors j'ai la lourde tâche de donner les chiffres de cette journée, qui est une journée particulière parce que c'est la première fois qu'on a organisé le salon Tekinov sous forme digitale. Et c'est la crise de Covid qui nous y a contraints, et l'actualité d'hier nous a montré que nous avions eu raison. Nous avons eu plus de 1000 participants à cette journée, ce qui est une grande réussite puisque c'était une première. Et surtout, les chiffres du digital donnent le tournis. On a 585 entités qui ont fait des demandes de rendez-vous, qui présentaient leurs fiches préalablement à cette journée et qui ont généré plus de 43 000 visites sur ces fiches. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et la traduction en nombre de rendez-vous sur la journée est aussi faramineuse puisque 6674 rendez-vous se sont tenus. Chacun de ces participants a eu en moyenne une douzaine de rendez-vous. Et surtout, ce qui est important et inégalé, c'est le nombre de rendez-vous qu'ont obtenu les startups. C'est leur journée. Bien sûr. 15 rendez-vous en moyenne par startup dans la journée. C'est une journée complète. C'est incroyable. Et pour les donneurs d'ordre, qui sont les grandes entreprises que ces startups viennent rencontrer, c'est une dizaine de rendez-vous en moyenne. Et pour les partenaires de ce salon, c'est 13 rendez-vous en moyenne. Alors, c'est la journée de l'innovation. Nous avons eu des conférences également. Ces conférences ont réuni chacune entre 50 et 90 participants, ce qu'on n'aurait pas pu faire dans une salle. Et donc, grand succès avec des conférences qui vont de la décarbonation de l'industrie avec le CEA jusqu'au New Space avec Carista, donc beaucoup de matières scientifiques également, puisque nous sommes dans cette journée de l'innovation. Et très bien suivi, donc. Très bien suivi. D'ailleurs, on les a diffusés d'ailleurs sur TV78. 4 challenges dont je ne vais pas dévoiler les lauréats. Non, je laisserai les pôles de compétitivité le faire tout à l'heure, puisque c'est eux qui organisaient ça, avec 26 startups particulièrement intéressantes. Et également des entreprises qui viennent des territoires, dont 34 ont été mises à l'honneur par leur propre territoire. Voilà, donc des chiffres qui donnent un peu le tournis et qui ont montré que on pouvait innover dans cette nouvelle formule et réussir. Vous étiez forcé d'innover et c'est bien que vous le fassissiez puisque Tekinov innove est la moindre des choses presque. Mais cela dit, il y a peut-être une leçon à retenir, c'est-à-dire que au fond cette façon de procéder, elle pourra peut-être perdurer dans les années qui viennent. Je vous parle dévoiler, mais déjà elle va même perdurer sans aller jusqu'au. Déjà il y a tout le mois d'avril. Dans tout le mois d'avril, puisque Tekinov n'est pas terminé, 43 000 demandes de visites sur les sites, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir tous leurs rendez-vous. Mais je les rassure, ils ont un mois pour pouvoir planifier de nouveaux rendez-vous avec les gens qu'ils n'ont pas pu rencontrer aujourd'hui. Donc ça va être encore plus de rendez-vous que les que vous nous avez donnés. Et pour les années suivantes, peut-être qu'on reviendra à un format présentiel, parce que rien ne vaut les rencontres humaines, mais peut-être aussi avec une formule mixte. On peut tout à fait imaginer un format hybride. Très bien. Didier Desnus, donc je disais, vous êtes la CCI de l'Essonne est à l'origine de Tekinov. On peut peut-être rappeler un peu l'histoire. Ça fait 15 ans, hein, c'est la 15e édition, 2007 la première. Tout à fait, 2007 la première. Donc partant d'un constat de mettre en relation des startups avec des investisseurs, des laboratoires de recherche. Alors, la logique était effectivement de faire du speed meeting, mais du speed meeting qualifié. C'est-à-dire qu'il fallait que la personne qui demandait rendez-vous, la personne qui acceptait le rendez-vous soit tout à fait d'accord pour que l'événement soit intéressant. Alors en plus, je vois Jean-Claude Chabin à l'écran, et c'était le premier président, et j'en parlerai. C'était ce qui s'est passé en 2018 à Orly. Hein, voilà, et c'était l'ancien président qui a fait beaucoup et qui a beaucoup œuvré pour que cet événement soit une réussite.
Alors, nous l'avions organisé à Orly depuis 2007 jusqu'à 2018, mais bon, c'était quand même un petit peu trop juste. On avait quand même 2 étages de l'aérogare ouest, sud, autant pour moi. Mais bon, ça commençait à être vraiment restreint, et puis l'événement était vraiment un événement de portée régionale, voire même nationale. Donc on a décidé de venir sur Paris dans un premier temps à l'Espace Champéret, en 2019, qui était déjà une première réussite, et puis l'année dernière, la Défense. Une réussite fantastique à la Défense. Oui. Alors là, c'était quelque chose sur 5000 mètres carrés, vraiment une des possibilités importantes. Pour une fois, enfin là, cette fois-ci, les territoires étaient mis aussi en exergue comme ils ont été mis aujourd'hui, et donc c'est devenu je dirais, l'événement incontournable de l'innovation maintenant. Je pense que c'est une marketplace qui est incontournable maintenant sur l'innovation. Je pense que même les grands comptes maintenant comprennent le grand intérêt de venir sur Techinnov et de trouver ces startups innovantes et performantes. Les entreprises qui étaient des entreprises à l'origine plutôt de la région, maintenant ça vient de tout le territoire entier. Je crois même qu'on avait une délégation japonaise l'année dernière, c'est ça, hein? Ah oui, c'est ça. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a une délégation japonaise. Donc vous voyez qu'on est en dehors de nos frontières largement, et le plateau de Saclay étant l'innovation par excellence, il est important que ces événements-là aient lieu sur nos territoires. Alors on s'est posé la question, à savoir qu'est-ce qu'on fait cette année, comment ça se passe, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Vous avez douté un moment, vous avez dit peut-être qu'on va sauter l'année. C'était un risque quand même, parce que bon, il y a quand même le côté financier de l'opération, et puis vous n'êtes pas sans savoir que les finances des chambres ont été malmenées jusqu'à maintenant, donc important de savoir comment on allait se débrouiller. Et puis finalement, on a dit bon, on se lance, on le fait totalement dématérialisé, et puis ça nous servira de voir. Bon, si on s'est trompé, on s'est trompé. Les chiffres que vient nous donner. Voilà. La preuve, c'est que vous n'êtes pas trompé. On a pris la bonne option, et je rejoins tout à fait. Je pense que l'année prochaine, parce que le côté physique est important, je pense que là on vit un moment compliqué tous à cause avec toutes ces visios, on a envie du contact humain. Et je pense qu'il va falloir trouver le bon mix, et ça va se trouver facilement, je le pense. Donc demain, Techinnov conservera cette dimension online, si l'on peut dire, mais le côté physique et dynamique du business doit aussi se faire sur un côté présentiel. Bien sûr. Alors, on est en ligne avec Didier Kling. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. D'abord, vous devez être ravi de la réussite, je suppose, de Techinnov, mais je pense que vous vouliez aussi parler que dans cette période qui est très compliquée, évidemment, pour l'économie, très compliquée pour les entreprises, de l'accompagnement que font les chambres de commerce et d'industrie, en particulier la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France pour les entreprises. Oui, bien sûr, mais avant toute chose, je voudrais remercier et féliciter la Chambre de commerce de l'Essonne et son président qui vient de s'exprimer, et puis féliciter aussi Laurent Legendre qui préside Techinnov. Excellente initiative, et on a ici un bon exemple d'une start-up qui a bien réussi. Elle a démarré, c'est vrai, à Orly, elle s'est agrandie, et Didier vient de dire les lieux dans lesquels elle s'est progressivement transféré. Je te rassure, Didier, on a aussi pour toi à disposition, tu le sais bien, dans la Chambre de région, le Bourget, Villepinte ou la Porte de Versailles est à disposition en fonction de l'évolution du nombre de participants. Donc on pourra accompagner la poursuite du développement de Techinnov. Et ça montre que lorsqu'il y a une bonne idée au départ, et c'est une bonne idée, et lorsqu'il y a une bonne réalisation, une bonne exécution, oui, une innovation telle que celle-là peut trouver normalement son chemin et son épanouissement. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est que bien sûr, aujourd'hui, on voit bien que nous sommes dans une situation un peu compliquée. C'était difficile d'organiser une manifestation comme l'année dernière. Et il a fallu de la flexibilité et le courage de Didier et de Laurent pour organiser sous cette forme digitale. Je prendrai un exemple volontiers pour savoir comment les choses peuvent évoluer l'année prochaine. Vous savez tous qu'il y a une grande manifestation à laquelle vous n'êtes pas encore tout à fait parvenus, mais vous allez bientôt les dépasser. Je pense que c'est le CES de Las Vegas, encore que le positionnement soit légèrement différent. Cette année, le CES de Las Vegas s'est tenu sous une forme digitale. Et il y a eu un sondage qui a été fait ensuite pour savoir ce qu'en pensaient les participants, qui ne sont pas franchement hostiles à la digitalisation par nature et par vocation. 85% d'entre eux ont dit
C'est très bien la forme digitale, mais franchement, on a envie de retourner à Las Vegas. Donc, on a besoin de ce contact physique, ce qui veut bien dire qu'il faut sans doute imaginer, et Dieu sait si on le fait dans nos autres activités, une formule hybride, à la fois la digitalisation, mais en même temps le contact physique, parce que nous avons besoin de nous retrouver, de bavarder dans des conditions peut-être différentes qu'un écran qui constitue un peu un barrage entre les contacts humains. Après ça, reste à savoir effectivement ce que nous faisons en termes d'innovation pour essayer d'accompagner les entreprises. Vous savez, dans le cadre du plan de relance, il y a notamment un volet accompagnement. Le ministère de l'Économie et des Finances a demandé aux chambres de commerce de manifester leur activité, leur dynamisme dans ce domaine. C'est ce que nous faisons auprès d'un nombre significatif d'entreprises. Par exemple, dans le seul domaine industriel, nous avons accompagné plus de 3800 entreprises. Nous avons de multiples actions, mais Didier les connaît et pour en parler aussi savamment que moi. Et nous savons très bien que la relance passe aussi par l'innovation. Il n'y aura pas de développement économique s'il n'y a pas d'innovation. Et c'est parce qu'il y a des innovations que nous pouvons assurer la croissance du territoire dans l'intérêt même des personnes physiques qui occupent ce territoire, avec des grands débats actuels comme ceux qui se déroulent sur la loi climat. Nous ne sommes pas favorables à la décroissance, qui est une théorie qui se répand parfois. Nous croyons que la croissance économique peut parfaitement se conjuguer avec le respect et la défense de la planète. Et l'innovation va y contribuer puissamment. Très bien, merci beaucoup Didier Kling. La relance passe par l'innovation, c'est la phrase que je retiendrai et qui pourrait être au fond aussi un des slogans de Techinov. Merci beaucoup. On va passer tout à l'heure à la remise des prix, Laurent Legendre, mais là on est très heureux d'accueillir Olivier Nière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Hyperion 7. C'est ça. Qui est une société spécialisée dans le système de drones sécurisés, qui servent parfois à des événements sportifs, qui servent aussi à la sécurité. Enfin, il y a plusieurs applications possibles. C'est une toute jeune société, hein ? Toute jeune, oui. On est issu de 2 laboratoires de recherche de l'Université de Lyon, le labo Elvis sur l'innovation dans le sport et le labo LGL, qui est le labo de géologie de Lyon, et on a été créé en juillet 2019. Juillet 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, en quoi Techinov a pu vous aider une jeune société créatrice et innovatrice comme la vôtre ? Pour nous, Techinov a été un formidable accélérateur, d'une part, comme l'a dit Laurent Legendre, sur vraiment la capacité à rencontrer des gens, ce qui est très important dans les contacts qu'on peut obtenir à Techinov, c'est la pertinence du contact. Le fait d'avoir un contact à Thales, c'est bien, mais avoir le contact dans l'innovation du domaine qui nous intéresse, c'est beaucoup mieux. Donc pour nous, vraiment, Techinov a été cet accélérateur d'un réseau pertinent et d'un réseau qui fonctionne à plein aujourd'hui. Notamment, on a rencontré Matra Électronique et aujourd'hui, on est sur un projet de collaboration avec Matra sur toute une partie de développement d'une centrale d'automatisation de notre système. Donc vraiment, cette immense chance d'avoir une opération de ce type-là, c'est la proximité qu'on peut avoir avec des décideurs qui sont le bon contact dans la bonne entreprise. Oui, c'est ça. Donc, ça vous a permis, dans un premier temps, de trouver des clients. Oui. Je crois que c'était en Suisse. Non, c'était en Suisse ou... Oui, nous, on a eu la chance d'avoir un accélérateur suisse qui s'est intéressé à notre projet. Et comme la Suisse est un pays qui est très volontariste dans sa politique vis-à-vis du drone, ils espèrent être le premier pays à utiliser les drones taxis. Et pour nous, dans le domaine du sport, qui a le siège de l'UEFA d'une part et le siège du CIO d'autre part, on a réalisé pour Rugby Europe la première diffusion d'un match en direct capté avec une captation via drone. Ah, c'est formidable. Oui, c'était un très très bon moment. Donc ça, c'était le premier pas. Et puis ensuite, trouver des opportunités nouvelles de marché. Enfin, ouais, voilà, exactement, de pouvoir avoir des contacts, les mobiliser au bon moment, c'est-à-dire au moment où notre solution progresse, où notre solution se développe. Et vraiment, au départ, nous, on était partis sur la dimension sportive. On est 7 associés qui sont... Au départ, c'était la retransmission d'événements sportifs. Hein. Exactement. Unis par la passion du rugby, on avait comme idée de faire de la captation sportive et culturelle comme une priorité. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que le marché de cette captation, il pouvait être beaucoup plus large et il pouvait être notamment dans le domaine de tout ce qui était la sécurité des publics et des territoires. Souvent les grandes places publiques, enfin, c'est ça. Hein, ouais, c'est aussi tout ce qui est les sites à risque. La particularité de notre innovation, c'est le fait d'être l'objet volant
volant qui ne tombe jamais, et donc de pouvoir survoler des zones où un drone classique n'a pas l'autorisation réglementaire de survoler. Donc pour nous, ça a été vraiment une ouverture, et la plus belle, c'est, on va dire qu'à l'image du Petit Prince, on voulait viser la Lune pour tomber dans les étoiles, et aujourd'hui, on a obtenu un RISE européen pour être le drone qui va tenter d'analyser le sol martien et trouver le bon emplacement pour développer une base humaine. C'est incroyable. Laurent Legendre, quand vous entendez Olivier Nier, c'est une fierté, je pense, pour vous. C'est une fierté, et j'ai rencontré Olivier à Techinov et je l'ai invité chez Airbus, puisque Oui. quand on voit les capacités d'innovation de son drone et de sa spécificité qui est de pouvoir s'affranchir des règles de la DGA, la démultiplication dans le domaine de la sécurité, elle est énorme. On peut penser aux Jeux Olympiques, on peut penser à des événements comme ça que l'on va pouvoir sécuriser avec ces technologies. Ouais, c'est formidable. La société s'appelle donc Hyperion 7. Pourquoi 7 ? On est 7 associés au départ. Voilà. Et Hyperion, c'est le dieu grec qui voit tout. Qui voit tout, absolument. Voilà. Et à l'origine, vous êtes des chercheurs ? À l'origine, on est 2 dans l'équipe à être des chercheurs issus des 2 laboratoires que j'ai cités. Et pour les autres, on est allé chercher les compétences transverses dont on avait besoin pour réussir ce projet. Et reparlons par exemple, puisque tout le monde est concerné par ça, les retransmissions sportives, on peut espérer voir des retransmissions sportives réalisées par Hyperion 7 dans combien de temps ? On l'espère très fortement pour la deuxième partie de l'année 2021, donc à partir de septembre. Ouais, on a fait beaucoup d'essais avec M6 notamment sur le foot féminin, avec Canal+, beaucoup sur le rugby et là aujourd'hui sur le foot. Et puis on est allé filmer la Coupe du monde de ski à Chamonix pour faire des images qui étaient absolument sublimes. Et il y a toute une partie qui nous intéresse aussi sur les hippodromes, avec le groupement technique des hippodromes parisiens et le PMU, où là il y a vraiment des opportunités très intéressantes. Et puis on a une collaboration aussi où l'an dernier on était en finale de ce fameux challenge de Techinov, et avec Airbus il y a aussi beaucoup de projets potentiels à réaliser dans ce domaine, autant sur le spatial que sur la partie, notamment aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la Marine nationale. Bravo, Merci. Parce que c'est vrai que c'est formidable. Hein. Ah oui, et ça fait rêver. La boîte date de 2019, quoi, c'est formidable. On pourra aller sur Mars avec un drone, c'est incroyable. C'est ça, c'est pas la peine, oui. Puis avec le temps qu'il faut pour y aller, autant que ce soit un drone. Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir passer à la cérémonie de remise des prix, si vous en êtes d'accord, Laurent Legendre. Oui, bien sûr. On va donner la parole aux 4 pôles de compétitivité qui ont animé ces challenges. D'accord. Et alors, on va commencer par le premier prix, qui est le prix du challenge Aérotech. Et c'est Marie-Christine Ogli, qui est présidente du pôle compétitivité de Astec, qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Laurent Legendre pour son action. Il fait partie, bien entendu, de notre pôle. Il est très actif. Et quand il m'a sollicité, j'ai tout de suite dit oui, même si le pôle est impliqué déjà depuis des années sur Techinov. Alors, le pôle Astec, c'est le pôle aéronautique, espace et défense en Île-de-France. Mais c'est un pôle qui est sur un marché qui tend à se développer aussi vers de nouveaux segments émergents, tels que l'Urban Air Mobility. On en parle beaucoup en ce moment et on va en parler encore plus, et peut-être au moment des Jeux Olympiques. Didier en a parlé tout à l'heure, en tout cas des Jeux Olympiques. Nous couvrons toutes les compétences métiers dans un pôle qui est un pôle marché. Donc tout ce qui va être les procédés de fabrication, les matériaux, les essais, les architectures, les systèmes embarqués. Donc, c'est vraiment pour cette raison que nous soutenons Techinov, parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans nos entreprises membres. Et depuis la première heure, nous participons, la première heure d'Astec, nous participons à Techinov dès 2008. Nous étions déjà présents. Nous avons participé donc à Techinov. Faire partie du jury du Challenge Aérotech, c'était donc tout à fait naturel pour nous, pour Astec, mais c'est également un honneur car cela nous permet de croiser des gens qui sont passionnés, qui sont porteurs d'innovation et parfois de véritables ruptures technologiques. Et c'est vraiment cette dynamique, cet enthousiasme que nous aimons accueillir au sein du pôle Astec. Alors,
Avant de donner le gagnant, il faut rappeler le prix Aérotech, vous l'avez un petit peu dit, mais c'est de répondre aux enjeux de l'aéronautique de demain, c'est ça? Oui, absolument. Alors, vous voulez donner le gagnant ou si vous voulez le donner, il faut que je passe d'abord un petit jingle pour... vous voyez que la cérémonie est quand même un peu de tenue. Donc, on va passer peut-être le jingle, le prix du challenge Aérotech. Alors, avant que vous donniez d'ailleurs le nom du gagnant, Marie-Christine Ogli, peut-être, est-ce que ça a été une compétition serrée? Oui, on a d'ailleurs beaucoup échangé entre nous, on est revenu sur des décisions, on a eu beaucoup de difficultés à départir, vraiment à départager les gagnants. Donc, je pense qu'ils sont effectivement extrêmement méritants. Et je voudrais dire que au-delà de la remise d'un simple prix, pour nous, nous sommes aussi heureux d'offrir aux lauréats l'adhésion, bien sûr, au Pôle Aztec. Et comme ça, nous aurons le plaisir de les accompagner dans leur développement et avec le soutien de nos partenaires. Et je tiens à remercier particulièrement Didier Kling, président de la CCI régionale, parce que leurs équipes font un travail remarquable et participent régulièrement à nos réunions du Pôle Aztec. Donc, j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons continuer à accompagner cette société et lui permettre de se développer, de grandir et peut-être de la retrouver au CES à Las Vegas. C'est un très beau projet. Très bien. Alors, il est temps de passer à la remise du prix. Oui, alors le prix est remis à Timothée Gerlinger de la société Opus Aerospace. Bravo. Et je crois que Timothée Gerlinger est avec nous. Bonjour. Ah, on n'entend pas très bien. Bonjour. Bonjour, ça y est. Voilà, vous êtes heureux, je suppose, déjà. Oui, heureux, un peu surpris aussi, on s'y attendait pas forcément. C'est une société qui est à Vincennes, je crois. Alors, notre siège social est à Vincennes, mais en fait, nos ateliers sont en Essonne, à Solé-Chartreux, donc juste à côté de Saclay, sur le plateau de Saclay, un pôle de l'innovation, et près de Metz. Ce qui fait très plaisir, Didier Dénu. Alors, racontez-nous un peu, Opus Aerospace, vous êtes spécialisé dans le lancement de mini-satellites, c'est ça? Exactement. En fait, notre entreprise conçoit des lanceurs de microsatellites, enfin plutôt même de nanosatellites. C'est c'est de fournir aux clients la possibilité d'envoyer leurs satellites en orbite basse, c'est-à-dire proche de la Terre, tant que leurs satellites font moins de 50 kg. Donc pour ça, on développe un lanceur qu'on opérera nous-mêmes. On fait toute la chaîne de la fabrication jusqu'à l'opération, entièrement réutilisable, dans le but de créer des économies, mais aussi de réduire notre impact écologique sur l'environnement. Et ce qui est formidable, enfin, je disais un petit peu ce qu'était votre société, c'est vrai que, au fond, la conquête spatiale qui a été des choses énormes et qui coûtait extrêmement cher, est aujourd'hui en train de se démocratiser, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, d'être à la portée de tous, presque. Oui, effectivement, justement, comme vous le dites, le spatial se démocratise énormément et devient, le lancement spatial, en tout cas, reste non pas à la portée de tout le monde, mais de plus en plus à la portée d'un plus grand nombre au niveau des entreprises, mais aussi par exemple au niveau des étudiants qui aujourd'hui peuvent concevoir leur propre nanosatellite, le lancer avec des sociétés comme la nôtre, par exemple. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une grosse démocratisation, pas forcément du lancement, mais en tout cas de l'accès à l'espace pour le plus grand nombre. Et ces microsatellites, alors je suppose qu'il y a plusieurs utilisations possibles, mais vers quoi quels sont les centres de recherche les plus courants? Alors, en fait, la plupart des nanosatellites vont être de différents secteurs. On va avoir de la télécommunication dans ce qu'on appelle des constellations, c'est-à-dire des maillages de satellites autour de la Terre pour apporter tout ce qui est télécom. Mais il va y avoir aussi énormément de satellites d'observation de la Terre, c'est-à-dire qu'ils vont être très proches de la Terre pour observer
la planète, que ce soit au niveau du climat, de l'agriculture, des océans, mais aussi pour la photographie, aussi un peu pour le militaire, bien évidemment, l'observation militaire des sites, l'espionnage. Donc voilà, il y a différentes applications, mais il y a aussi des applications purement scientifiques de recherche spatiale, souvent menées par des étudiants, c'est-à-dire des universités qui vont lancer des satellites à but de recherche scientifique, que ce soit de recherche menée par le satellite, c'est-à-dire sur la technologie du satellite, ou bien par des prises de mesures effectuées dans l'espace pour faire avancer la science à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, il y a eu récemment, par le Centre spatial de Saint-Quentin, a lancé un nanosatellite. Et c'est vrai qu'il disait, et c'est très bien d'ailleurs votre entreprise, il disait qu'ils avaient eu du mal justement à trouver des lanceurs. Ils étaient obligés de passer par des Américains. C'est formidable ce que vous faites, du coup. Oui, le problème, c'est que le marché américain est très prenant sur le marché européen, ce qui fait que souvent les acteurs européens se retrouvent à lancer, soit c'est les Américains, soit chez les Indiens. Donc on a une grosse prise du marché qui est faite par d'autres pays et ce qui nous fait perdre une certaine indépendance. Donc oui, je me souviens de cette université de Saint-Quentin qui avait tiré chez SpaceX. Oui. Et voilà, on aimerait bien dans le futur pouvoir récupérer ces universités et que l'argent investi par l'État reste en France. Ben, je crois qu'il serait ravi de travailler avec vous. Un mot sur Didier Desnous, Laurent Legendre, quand même, Airbus. Chez Airbus, on fabrique pas mal de satellites et bien sûr, on s'intéresse au New Space et forcément avoir un candidat qui vient de ce monde du New Space, pour nous, c'est formidable. On n'est pas du tout concurrents, mais plutôt complémentaires. Bien sûr. Parce que là, on parle du proche espace à 400 km d'altitude. Oui, c'est ça. Après, il y a c'est un nouveau domaine. C'est pour ça qu'on parle de New Space. Très bien. Eh bien, bravo, Timothée. Oui, Didier Desnus. Ce que vient de dire Laurent est quand même symptomatique de la politique des gros groupes qui se rapprochent de start-up comme celle-ci, de manière à faire une synergie. Moi, je trouve que c'est fantastique. Et puis en plus, si c'est avec quelqu'un du plateau de Saclay, c'est encore merveilleux. Et comme dit Laurent Legendre, on n'est pas concurrents, on est complémentaires. C'est ça le secret, au fond. Absolument. C'est ça que ça montre. Bravo, Timothée Gerdinder. Bravo à Opus Aerospace. Aerospace ou Aerospace, on dit comment ? Alors, Opus Aerospace, c'est notre nom commercial, mais on envisage peut-être de se nommer Opus Aerospatial parce qu'on est français. Voilà. Bravo. Et donc, c'était le prix du challenge Aérotech. Bravo. On va passer au deuxième prix. C'est le prix du challenge Mobilité. Et pour nous présenter ce prix du Challenge Mobilité qui récompense des solutions de déplacement innovantes au service de tous, c'est Philippe Orvin, qui est vice-président du pôle de compétitivité Next Move pour l'Île-de-France, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais présenter rapidement Next Move, qui est en fait la fusion de Moveo, qui était le pôle de l'innovation des mobilités, et des ARIA, en particulier en Île-de-France, le RAVI, qui s'occupait de performance industrielle. Donc aujourd'hui, on a les deux chapeaux qui sont réunis dans un même pôle de compétitivité dont on a changé le nom et qui s'occupe donc d'une part d'innovation dans le domaine du véhicule connecté ou autonome, les nouveaux services de mobilité, et d'autre part de l'industrie 4.0, en particulier sur l'industrie automobile et les sous-traitants. Donc la particularité de ce pôle, c'est que c'est un pôle qui a deux antennes régionales qui représentent l'axe Seine de la mobilité. On appelle ça la Mobility Valley, voilà, pour faire un plagiat avec la Californie. Donc c'est un pôle comme tous les pôles qui regroupe des PME, qui regroupe des grands groupes, qui regroupe des labos, mais qui regroupe aussi des collectivités territoriales où Nextmove a vocation à être donc une aide pour l'aménagement et une assistance à maîtrise d'ouvrage sur les projets de mobilité pour ces collectivités territoriales. Donc déjà, je tiens à remercier
Techinov. Hein. C'est franchement une manifestation qui porte un grand intérêt. Et remercier aussi Aurélia pour la qualité des candidatures, hein, puisque on a recueilli une douzaine de candidatures qui étaient excellentes. On en a choisi 6 pour les finales. Donc, dans les 6, je peux peut-être les citer parce que ça leur fera plaisir. Je pense que c'est des sociétés qui ont vraiment un intérêt. Il y a la société CAPS qui propose de faire des drones pour transporter des personnes. Donc, c'est une solution assez intéressante. EasyMob qui fait des services pour accompagner les personnes malvoyantes dans les transports. MCADOR, alors c'est de l'analyse d'images pour la sécurité, en particulier des voies ferrées. Neptec qui fait du transport naval intelligent et assez révolutionnaire. Il y a Phoenix qui fait du rétrofit de véhicules thermiques en véhicules électriques. Et puis une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Yogoko, qui est porteuse de sujets sur les solutions de V2X, hein, communication du véhicule avec l'infrastructure et entre véhicules, et qui développe des produits depuis quelques années qui ont un fort intérêt. Donc ça, c'est les gens qui ont été sélectionnés par le jury, qui était constitué donc de plusieurs personnes, hein, que je peux citer, qui s'appellent Alexandra Mazard de Colas Fry, Arthur Twig de Early Metrics, de Agnès Breton du magazine Environnement Magazine, Thibaut Fuchy de Total, je lis mes notes, Sébastien Macan, de l'IFPEN. On les voit en même temps que vous en parlez d'ailleurs. Comment? On les voit aussi en même temps que vous en parlez, donc tout va bien, vous inquiétez pas. Donc Philippe Watteau, Institut VTCOM, et puis moi-même. Donc ça a été des discussions très intéressantes. De trouver un gagnant. Et donc, vous voulez déjà le gagnant, mais donc... Non, est-ce que ça a été dur? Est-ce que les délibérations étaient... Donc, c'est Tanguy Goethe de Neptec, qui, avec une équipe d'ingénieurs assez formidables, sont en train de concevoir un véhicule qui a très peu de tirando, qui peut supporter 20 tonnes et qui navigue. Hein, donc, c'est ça l'intérêt. Alors, c'est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on fait chez Nextmove, puisque... on a plutôt l'habitude des transports terrestres, mais c'est extrêmement intéressant puisque le fleuve est quand même un outil historique de croissance économique, hein, pour le transport des marchandises. Et donc c'est un transport qui peut s'adapter à la fois pour le fret et pour les... Mais il va vous en parler mieux que moi, certainement, hein, puisqu'il va intervenir, je suppose. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Orvin. Oui, nous sommes avec Tanguy Goetz, qui est CEO et cofondateur de Neptec. Donc oui, Philippe Orvin le disait. En réalité, vous faites des catamarans à propulsion électrique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous, tout d'abord. Donc, effectivement, on conçoit des navires de transport de passagers et de marchandises, et ce sont des catamarans à propulsion électrique, donc alimentés soit par des systèmes 100% batterie, soit par des piles à combustible hydrogène, donc en réalité un système hybride pile à combustible hydrogène et batterie. Donc, ce sont des navires qui sont zéro émission, qui sont performants. Donc, c'est vraiment le cœur de l'innovation de Neptec, c'est de travailler sur la réduction de la consommation énergétique pour avoir le navire zéro émission le plus performant possible et intelligent avec l'intégration de systèmes d'assistance au pilotage. Vous êtes le cofondateur de Neptec. Comment est née cette idée de ces transports intelligents? Alors c'est tout d'abord l'équipe. On est 3 associés. On a Clément Rousset, qui est notre ingénieur naval. On a Corentin Bigot, qui est notre architecte naval. Et puis moi, qui interviens plus sur le volet business-finance, avec des expériences dans l'industrie aéronautique et dans l'industrie navale. On a décidé de mettre en commun nos compétences qui étaient multidisciplinaires et qui étaient complémentaires pour ce type de projet, et de mettre du coup nos compétences au service du développement d'une solution qui répondait à un problème majeur qui est la congestion et la pollution dans les centres urbains. La plupart des grandes villes sont situées au bord d'une voie d'eau
Et ces voies d'eau sont sous-utilisées, faute de moyens de mobilité navale adaptés aux enjeux environnementaux, adaptés aux enjeux en termes de performance et de vitesse de ce type de mobilité comparé à des mobilités plus traditionnelles comme le bus ou le train. Et donc, on se retrouve avec ces voies d'eau qui sont des sortes d'autoroutes complètement désertes en plein centre-ville. C'est du transport et de marchandises et de passagers, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, on s'est inspiré de l'industrie automobile, c'est-à-dire qu'on a développé un châssis commun, une plateforme commune. Donc, dans le cas de nos navires, ce sont des coques et le système de propulsion qui est commun. Et ensuite, on va personnaliser tout ce qui est en dehors de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une cabine de transport de passagers pour une application maritime. Donc, c'est notre navire qui s'appelle le NEP Shuttle. On a une application pour du transport de passagers fluvial, le NEP River, et ensuite une version, le NEP Cargo, pour le transport de marchandises, qui permet en fait de faire des livraisons pour l'avant-dernier kilomètre. Donc l'objectif de ce type de liaison, c'est de pouvoir assurer le lien entre le centre logistique périphérique et le centre-ville urbain pour une livraison, comme vous le voyez ici à l'écran, du dernier kilomètre en mode doute, type vélo cargo. Laurent Legendre, ça... On est impressionné quand même par l'innovation à chaque fois, c'est formidable. C'est passionnant. On parle beaucoup d'hydrogène pour l'avion de 2035 chez Airbus, oui. Mais là, on voit que sur les voies fluviales, on aura de l'hydrogène probablement avant, et grâce à une start-up. Et grâce à une start-up, oui, c'est impressionnant, quoi. Ah non, mais moi, l'innovation, l'intelligence, enfin... Non, surtout des villes comme Paris qui ont leur port sur le Havre. Donc l'important, c'est de la Seine qu'il faut utiliser, qui est sous-utilisée. Il avait raison, Tanguy Goetz, on n'utilise pas assez l'eau. Enfin, les transports, pas pour le transport notamment. Tout à fait. C'est vrai. Et là vos projets, vous êtes déjà implantés dans des villes ? Alors oui, principalement sur la façade méditerranéenne et sur la façade atlantique. Vous êtes à Aix, en Provence, mais... On est basé en Provence, oui, sur la métropole Aix-Marseille, incubé à la pépinière Cleantech, et on est effectivement en train de travailler sur différents projets d'exploitation de nos navires, où quand on parle effectivement de navires à hydrogène, il faut penser à tout l'écosystème. C'est pas seulement le navire, mais c'est également les stations de recharge et puis l'approvisionnement de ces stations de recharge en hydrogène vert. L'objectif étant évidemment d'alimenter nos navires avec de l'hydrogène vert, sinon ça n'a pas forcément de sens de se tourner vers ce type de mode de propulsion. Donc on est en discussion avec plus d'une quinzaine d'exploitants pour monter ce type de projet. Bon. Écoutez, bravo, et on espère aussi que ce prix de Techninov va évidemment vous aider. Je pense que ça aide, forcément. Non, je passe sous votre contrôle. Ça devient quelque chose c'est un must. C'est un must. C'est un must maintenant d'être primé par Techninov. Ouais. Merci et bravo Tanguy Goetz. Je rappelle donc Neptech, c'est le nom de cette société qui fait des catamarans à propulsion électrique. Et on va passer au troisième prix. C'est le prix du challenge Health Tech. Alors, on va passer dans un domaine phare de l'innovation qui est celui de la santé. Et pour parler de ce prix du Challenge Health Tech, j'accueille Jessica Legge. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la déléguée générale du pôle compétitivité de Medicem. Voilà. Alors, je vous laisse la parole alors pour ce prix. Quelques mots. Donc Medicem, c'est le pôle santé de l'Île-de-France. On est actif dans les trois filières de la health tech, à savoir les biotech, les medtech et la e-santé. Et aujourd'hui, Medicem, c'est un réseau de presque 500 membres, dont plus de 400 startups, TPE et PME innovantes, dont une quarantaine d'acteurs académiques, parmi lesquels les organismes de recherche en santé principaux à l'échelle nationale, et puis les établissements cliniques principaux en Île-de-France, dont la PHP et d'autres centres hospitaliers innovants, les universités et les grandes écoles et des grands groupes et des ETI du secteur.
Et comme nos homologues pôles, on accompagne au quotidien les entreprises autour d'actions d'innovation. Bien sûr, on anime l'écosystème pour l'accès au financement public et privé et pour les démarches de développement à l'Europe et à l'international. Donc, je suis ravie aujourd'hui de présenter effectivement les lauréats et le gagnant du Challenge Health-Tech. On a eu la chance de participer au jury aux côtés de Génopôle Entreprise avec Olivier Thomas, de Laurence Lacroix-Oriot de Génopôle, de Baudouin Huet de Carista, d'Isabelle de Crémou de Seventure Partners, d'Elsa Lefloc de Malakoff Humanis et d'Éric Rebiffet de Sanofi. Et donc pour Medicine, c'est Benjamin Bouteau qui est responsable de la filière MedTech qui a eu la chance d'évaluer les candidatures. Alors on a eu 7 belles candidatures. Oui. Jessica Legge, c'est vrai que ce domaine de la santé, du médicament aussi, c'est un domaine extraordinaire de l'innovation. C'est un des domaines où l'innovation est la plus marquante. Tout à fait, il se passe des choses et on peut voir en ce moment des révolutions. Alors évidemment, en pleine crise sanitaire, on peut comprendre aujourd'hui que l'innovation en santé est un enjeu majeur et on voit de nombreuses révolutions en ce moment, notamment en ce qui concerne les données de santé. Donc c'est vraiment des choses qui bouleversent les cycles de développement des nouveaux produits et services de la santé. Il y a beaucoup de belles entreprises qui ont des choses à proposer. Alors, vous disiez, il y avait, oui, évidemment, plusieurs finalistes pour ce prix. Voilà, alors pour vous en dire un petit peu plus, il y avait la société Adlin qui développe un logiciel de gestion et d'analyse des données multi-omiques, la société Lumedix qui développe un test de diag utilisant des nanoparticules luminescentes, donc ça permet une ultra-sensibilité pour le diagnostic, la société FabMid qui développe une technologie de circularisation d'ADN pour les laboratoires et les producteurs de biomolécules, la société CB-Life qui développe une technologie qui permet de lutter contre la mort cellulaire, la société Moten Technology qui développe une solution de suivi des risques biomécaniques à l'origine des troubles musculo-squelettiques, la société Alvan qui travaille sur une solution de reprogrammation neuromotrice d'amélioration de la rééducation des patients, qui est un enjeu très important, et la société Wave Implant qui développe un outil de suivi de l'ostéo-intégration des implants dentaires. Ouais. Tout ça, c'est des recherches absolument extraordinaires, évidemment. Hein. Donc, ça doit être difficile de trouver un gagnant parmi ceux-là. Pas facile, en effet, parce que les aires thérapeutiques, les besoins cliniques qui sont couverts par toutes ces approches sont évidemment très importants. Mais après délibération, on a pu choisir le coup de cœur du jury. Est-ce que vous voulez un petit roulement de tambour avant l'annonce? Et donc, le gagnant du Challenge Health-Tech, c'est Morgane Rousselot, la présidente de CB-Life. CB-Life, c'est une entreprise qui développe, comme je le disais tout à l'heure, des médicaments qui aident à bloquer la mort cellulaire régulée. Donc, il peut y avoir un grand nombre d'indications en termes de pathologies différentes, des pathologies aiguës et chroniques, et donc un potentiel pour aider les patients très, très important. Mais je vais peut-être laisser Morgane en dire plus. Malheureusement, non, parce que Morgane... Est-ce que c'est Morgane Rousselet qui est là? Facile en effet, parce que on a eu peur, on a eu très peur. On ne vous voyait pas. On s'y attendait plus. Du coup, je raccroche le téléphone. C'est bon, ouais. Est-ce que vous voulez un petit roulement de tambour avant l'annonce? Non. Et donc, le gagnant du Challenge Health-Tech, c'est Morgane Rousselot, la présidente de CB-Life. Là, on réentend ce qu'on vient de dire. Morgane, vous nous entendez ou pas? Bloquer la mort cellulaire régulée. Donc, il peut y avoir un grand nombre de... je crois qu'on a un petit problème de liaison avec Morgane Rousselet. Malheureusement. Pourtant, elle n'est pas si loin que ça. Elle est à Roscoff. C'est pas... Mais là-bas, il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de virus. Alors, est-ce que, Jessica, vous pouvez peut-être, parce qu'on a un petit peu de mal à entendre Morgane Rousselet, qu'est-ce qui vous a
qu'est-ce qui vous a motivé justement sur ce prix, vous disiez, c'était des médicaments qui sont destinés à bloquer ce qu'on appelle la nécrose régulée, c'est-à-dire la mort des cellules. Tout à fait. Alors, c'est d'abord le potentiel sur des indications très différentes, puisqu'on peut envisager des applications thérapeutiques en néphrologie, en cardiologie, sur les maladies oculaires, sur les maladies neurodégénératives. Donc, c'est d'abord le potentiel pour les patients qui est très vaste. Et puis, une stratégie aussi de développement qui est assez bien pensée, qui est séquencée avec en priorité un ciblage de pathologies aiguës avec un traitement unique et court pour pouvoir faciliter le développement clinique, et ensuite cibler plutôt des pathologies chroniques qui sont plus répandues et pour lesquelles le cycle de développement pourrait être plus long. Morgane ? Est-ce qu'elle nous entend, Morgane ? Oui, elle vous entend, Morgane. Ah, formidable, ça y est, la liaison est établie avec Roscoff. C'est si loin que ça, Roscoff ? C'est au bout du monde. Jessica Lang a très très bien expliqué votre découverte, la découverte de CB Life, mais peut-être vous pouvez dire un mot justement sur cette recherche, sur cette entreprise biotechnologique qui est CB Life. Oui, alors merci beaucoup déjà d'avoir sélectionné le projet, donc je suis ravie et toute l'équipe est ravie d'avoir été sélectionnée et retenue. Donc nous, on développe des petites molécules qui déprogramment la mort cellulaire selon un mécanisme d'action original et breveté, et on développe ces molécules pour traiter différents types de pathologies sévères sans alternative thérapeutique efficace. Donc on s'adresse en particulier aux atteintes brutales et massives du foie et du rein dans l'insuffisance rénale et hépatique aiguë, mais on s'adresse aussi à l'ischémie cardiaque, aux pathologies oculaires comme la DMLA et aux maladies neurodégénératives. Parce que dans ces maladies, elles ont tout en commun l'activation synergique de 2 morts cellulaires régulées que nous savons bloquer grâce à nos molécules. Et nous sommes les seuls à développer cette approche d'inhibition duale de la nécrose régulée. C'est absolument... je me suis assez fasciné quand vous parlez de ça, parce que c'est vrai que c'est jusqu'à présent des maladies dont on se disait qu'on ne pouvait peut-être pas les soigner, et grâce à des recherches comme les vôtres, ça ouvre des espoirs formidables. C'est une entreprise qui date de quand, CB Life ? Alors, l'entreprise a été créée en mars 2019, mais c'est un projet, une collaboration déjà entre 3 laboratoires académiques qui démarre en 2013. Et lors de cette collaboration qui relie un ingénieur de recherche du CNRS à la station biologique de Roscoff, une directrice de recherche de l'INSERM à Rennes et 2 chimistes de l'université Claude Bernard à Lyon. Donc en 2013, ils se retrouvent autour d'un projet collaboratif financé par l'Institut national du cancer. Et c'est là qu'ils mettent en évidence ces molécules d'intérêt thérapeutique en criblant, en allant chercher des molécules dans des chimiothèques, donc des bibliothèques de molécules originales qui ont été constituées à Roscoff, mais aussi à Lyon. Et ils mettent en évidence donc, ces molécules d'intérêt et ils déposent 3 familles de brevets en 2015 et en 2016. Et ensuite, ils sont financés par le dispositif de la SAT-Ouest Valorisation, avec l'idée de valoriser ces travaux de recherche en créant une start-up. Et moi, j'interviens sur le projet en 2018. Alors, je suis scientifique de formation, mais j'ai une expérience entrepreneuriale. J'ai participé déjà à 2 reprises à la création et au développement de start-up en biotechnologie. Et donc, de cette rencontre et de cette complémentarité d'expérience, on crée la société en mars 2019, donc pour valoriser ces molécules et les développer le plus loin possible en développement clinique. Écoutez, on vous félicite. On vous félicite, bravo, continuez, Morgane Rosselet, CB Life, qui est donc le prix du challenge Health Tech Techinov 2021. Merci infiniment. On va passer au dernier prix, et qui est un prix important. Pour ça, il faut garder aussi un peu de temps, parce que malheureusement, on a pris un peu de retard. C'est le prix du challenge numérique. Et pour parler de ce prix et du choix du jury, on accueille Karine Jack. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale du pôle de compétitivité systématique Paris Région.
Absolument, je vous remercie pour cette invitation, cette belle opportunité. Systématique et partenaire de Techinov de la première heure, puisque je crois qu'on est en partenariat avec la Chambre de commerce depuis la création du pôle en 2005 sur le plateau de Saclay. Systématique aujourd'hui, c'est une équipe de 40 personnes et qui anime un écosystème de 900 membres adhérents, dont 600 startups, PME, ETI, 150 grands groupes, 150 académiques, avec un ancrage fort évidemment sur le plateau de Saclay et sur l'ensemble de l'Île-de-France. On anime aussi un collège d'investisseurs, un collège de collectivités territoriales avec lesquels on interagit beaucoup sur des sujets autour de la transformation numérique, qui est un sujet évidemment éminemment d'actualité, systématique et organisé autour de 6 hubs très technologiques, autour des data science, de l'IA, de la cyber, de la sécurité, de l'IoT, mais aussi l'optique, la photonique, l'open source, le digital engineering. Et on adresse 3 grands enjeux qui sont la transformation numérique des territoires, la transformation numérique de l'industrie et des services et la transformation numérique de la société au travers notamment de la santé, sur lesquels on travaille beaucoup avec Medicen, au travers notamment des sujets de e-santé, mais aussi de l'agro-tech, qui sont de plus en plus demandeurs de solutions numériques. Alors, au niveau de systématique, on a effectivement eu l'opportunité d'animer ce challenge avec un jury, donc j'étais pas toute seule évidemment, avec Aline Cara-Nicolas du CEA List, Françoise Soulier qui dirige le Hub France IA, Benjamin Zerbib de Carista, et puis Hervé Naudin du groupe Orange. Et donc, on a eu pas mal de très beaux dossiers à expertiser, notamment les 7 entreprises qui ont été retenues par le jury étaient les suivantes. Agileo, qui propose des solutions informatiques et robotiques pour les équipements de production, donc pour l'industrie. Agora, qui est une plateforme de collaboration en langage naturel pour l'IoT, donc l'Internet des objets. Nuage, qui est une plateforme de prédiction automatisée. Ertos, qui propose une solution logicielle pour accélérer et sécuriser les développements d'applications embarquées IoT. Fly4You, qui est une société qui propose des solutions d'identification des phases de vie d'équipements industriels. Oxybox, avec ses solutions de sauvegarde des données. Et puis Kipsum, qui est un gestionnaire énergétique intelligent et connecté. Alors, je ne sais pas si j'aurai droit aussi au roulement de tambour. Oui, allez. Alors, le gagnant du challenge numérique, et j'en suis doublement ravie, est aussi membre de Systématique, et c'est un heureux hasard. Et il s'agit de la société Oxybox, qui est représentée par François Feujas et qui permet de garantir la pérennité des données de toutes les entreprises. Mais j'espère qu'il est connecté à nous et qu'il va pouvoir nous en dire un peu plus. Il est avec nous. Bonjour, François Esnol-Feujas. Vous êtes directeur d'Oxybox, qui est d'ailleurs à Guyancourt, pas très loin d'ici. C'est une société qui garantit la pérennité des données des entreprises, la résistance aux cyberattaques et la restauration, évidemment, des données, la protection de ces données. Hein, c'est bien ça ? Tout à fait. Et merci à tous. Merci au jury. On est très fiers de remporter ce challenge. Donc effectivement, notre métier, c'est la cyber-résilience, donc la capacité en fait à pouvoir garantir le redémarrage rapide des systèmes d'information après une cyberattaque, et évidemment en ce moment, c'est particulièrement d'actualité après un ransomware. Et l'entreprise, vous l'avez créée quand ? Alors l'entreprise est relativement âgée, l'entreprise a été créée en 2014. Et en fait, on a autofinancé... Vieille entreprise. Pardon ? Non, vieille entreprise. Laurent Legendre est d'idée dénue du 2014, ça va encore, c'est pas... On est très jeune. Mais pour une start-up, on est déjà effectivement une vieille start-up, entre guillemets, puisqu'on a autofinancé nos technologies innovantes pendant 5 ans. Donc, on a fait 5 ans de recherche et développement en fonds propres pour sortir le produit.
La cyberattaque, on a parfois l'impression que les grandes entreprises qui en sont les victimes, c'est pas vrai, hein. Tout le monde en est victime aujourd'hui. Alors absolument, hein. C'est-à-dire qu'on entend parler en fin de compte que des grandes entreprises et on n'entend parler que des collectivités territoriales ou des établissements hospitaliers, puisque eux sont en fin de compte obligés, contraints à communiquer. Mais donc ils ne forment en fin de compte que la partie émergée de l'iceberg. Et comme un vrai iceberg, le gros de l'iceberg, ça va être des TPE-PME qui n'ont pas forcément envie de communiquer et qui n'ont pas forcément par ailleurs un intérêt économique à communiquer. Aujourd'hui, on estime, grosso modo, qu'il y a à peu près une attaque par minute en France par ransomware. Donc, il y a énormément de victimes. Énormément. Ouais, c'est ça, une attaque par minute, c'est absolument incroyable. Et on a aujourd'hui les moyens de se prémunir, de se protéger, de répondre à ces attaques? Alors, on a difficilement les moyens de les empêcher complètement. Il y a des mesures de protection, effectivement, que les entreprises peuvent prendre pour éviter d'être des cibles faciles. Donc, pour empêcher que l'attaque advienne rapidement. Mais en fin de compte, la question, c'est pas tant si on va être attaqué, la question, c'est plutôt quand est-ce qu'on va être attaqué. Donc, on peut retarder l'échéance, mais d'une certaine manière, il est inéluctable qu'au bout d'un moment, on en soit victime. Notre métier chez Oxybox, c'est justement de faire en sorte qu'après l'attaque, on soit en mesure de redémarrer. Très bien. Donc, bravo. Vous avez un mot à ajouter, Laurent Legendre? Alors, Oxybox est une entreprise que l'on connaît bien chez Airbus. Oui, Airbus est peu connu pour travailler dans la cybersécurité, mais c'est aussi un de nos domaines. Oui, et nous avons des collaborations avec Oxybox qui protègent des clients qui ne sont pas forcément ceux d'Airbus, qui sont plutôt les PME qui ont besoin d'entreprises comme Oxybox parce que c'est là où il y a le gros problème. Et donc voilà, là encore, pas de concurrence, on peut agir ensemble. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup et bravo donc à Oxybox et longue vie à Oxybox. Enfin, j'espère, même si on espère toujours de ne pas avoir besoin de vous, mais enfin, on en aura besoin un jour ou l'autre. Et voilà, on a eu donc les 4 lauréats de ces challenges. On va peut-être passer maintenant la parole à Alexandre Bou. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes avocat au sein du département droit fiscal de FIDAL et vous avez aussi vous-même un prix à remettre. Oui, alors tout à fait. Nous, on est donc un cabinet d'avocats d'affaires. On est un cabinet assez important puisqu'on est plus de 1000 avocats en France sur 90 implantations. Et on a une forte implantation en région parisienne et notamment dans les Yvelines à Versailles, où effectivement on accompagne donc dans tous les domaines du droit des affaires les dirigeants et les entreprises. Ça sur un champ de compétences assez large puisque ça va du droit fiscal au droit social en passant par effectivement l'ensemble des problématiques juridiques que peuvent rencontrer les entreprises. Et on a effectivement développé une forte practice pour l'accompagnement des entreprises innovantes. Et donc on répond à leurs questions en matière de propriété intellectuelle, de brevets, et cela à toutes les différentes phases de leur évolution. Donc ça va de leur constitution jusqu'à effectivement des levées de fonds et autres. À ce titre-là, d'ailleurs, on a participé aujourd'hui à quelques webinaires sur des points techniques qui pouvaient intéresser les entreprises innovantes. On est partenaire historique du TechInnov maintenant depuis plus de 6 ans. On est un partenaire important puisque justement on croit en ces projets d'innovation et on est heureux donc de remettre à chacun des lauréats un rendez-vous de coaching pour effectivement évoquer avec eux leurs différents problèmes, leurs différentes problématiques juridiques et effectivement répondre aux questions qui peuvent se poser. Ah ben, bravo, bravo, ouais. C'est une très belle initiative. Merci beaucoup, Alexandre Beau. Merci beaucoup. Est-ce que je crois que Benoît Fetty est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Si, il est là. Attendez. Bonjour Benoît Fetty, vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine et les chambres de commerce et d'industrie, elles aussi remettent des prix dans TechInnov. Ah, absolument. Alors, avant toute chose, je voulais encore remercier la CCI de l'Essonne et son président Didier Lesnus pour l'organisation
et le travail remarquable qui permet de mettre en lumière toutes les entreprises innovantes du territoire. Donc, c'est formidable. Merci beaucoup. Nous, en fait, on intervient sur l'offre de financement. Et vous savez qu'il n'y a pas d'innovation et de développement des entreprises sans financement. Et je pense que c'est cette recherche de financement, et en particulier pendant ces temps de crise, est un axe majeur, un autre axe majeur pour les dirigeants. Et donc, c'est ainsi que la CCI des Hauts-de-Seine pilote, pour le compte de la CCI Île-de-France, l'activité de financement des entreprises en jouant un rôle d'accélérateur d'accès à ce fameux financement. Juste pour illustrer les rôles de cette business unit financement, j'ai juste quelques chiffres. D'abord, il faut savoir qu'elle comprend 10 experts en financement de l'innovation et de la croissance. En 2020, c'est simplement 135 entreprises qui ont été accompagnées et qui ont levé 14,5 millions d'euros. Alors, vous voyez, c'est vraiment un des moteurs de la croissance de ces entreprises. Il s'agit d'un accompagnement qui est complètement personnalisé pour accélérer l'accès à ces différentes sources de financement. Et aujourd'hui même, là, pendant la journée Techinov, on a eu 3 experts qui ont proposé des rendez-vous à 45 dirigeants. Et donc, on pense que ça sera efficace comme type d'organisation. Voilà. Et nous, on propose un prix qui est tout simplement l'équipe de financement qui a repéré notamment des entreprises d'Île-de-France. Il s'agit de Opus Aérospace et Oxybox. Et l'idée, c'est de leur proposer un diagnostic financier et de leur permettre un accès facilité au financement aussi bien privé que public. Voilà. Et je pense qu'ils pourront ainsi consolider leur plan de financement. En tous les cas, au nom de toute la CCI et de toutes les CCI de France, voilà, je transmets tous mes vœux de succès à l'ensemble de ces lauréats parce que c'était extrêmement enthousiasmant d'écouter tous ces projets très innovants et de développement très prometteurs pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Benoît Fétier. Bravo pour cette initiative, parce que c'est en effet le nerf de la guerre. Alors, on arrive à la fin de cette cérémonie de remise des prix Techinov. Didier Dénu, peut-être. Moi, j'ai été frappé, en effet, par l'intelligence, par l'innovation, par des lauréats notamment, et sans doute de tous ceux qui ont concouru à ces prix. Alors, moi, depuis des années, puisque j'ai vécu tous ces Techinov, pas le tout premier, puisque je suis arrivé qu'en 2010, mais j'ai les yeux d'enfant, j'ai les yeux qui s'écarquillent, c'est le rêve, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et j'aimerais bien avoir 20 ans de moins pour voir tout ce nouveau monde qui est en train de se créer. C'est l'excellence française, quoi. Mais c'est fantastique. Et à chaque fois que je sors de Techinov, je suis revigoré. Je trouve que c'est sensationnel, quoi. Ouais. Bon, je vais pas être très très long parce que on a débordé, puis beaucoup de choses ont été dites. Mais je voudrais quand même avoir une pensée pour 3 personnes. Jean-Claude Chabin, qui a été le premier président de Techinov et qui était à l'initiative de Techinov. Bruno Malcan, qui est notre directeur général, qui est parti à la retraite et qui s'est beaucoup investi sur Techinov. Et je ne peux pas oublier Christophe Pinon, qui était le prédécesseur d'Aurélie et qui a fait un très, très, très gros travail. Et on peut le remercier. Bien évidemment, faut tirer un grand coup de chapeau, d'une part à Aurélie pour l'immense travail qu'elle a fait, et puis pour Laurent qui est à la manœuvre, fantastique, merveilleux. Continuez, c'est bien, on continuera à vous suivre, et comme on l'a dit, l'année prochaine, et en présentiel et en distanciel, parce que il faut que Techinov continue, à progresser. Bon, cette édition, il y a vraiment des nouveautés, on l'a évoqué, les rendez-vous 365. Donc c'est que pendant un mois, la plateforme reste ouverte pour ces échanges. Et puis le challenge Open Innovation, Défense et Sécurité d'Airbus et de MBDA. Tu en diras peut-être un mot tout à l'heure si tu le souhaites. Et puis je ne voudrais pas non plus conclure sans remercier nos partenaires des intercommunalités, puisque nous avons quand même 7 intercommunalités qui nous soutiennent. Je vais quand même les nommer. Grand Orly Seine-Bièvre, Grand Paris Sud-Est Avenir, Grand Paris Sud-Seine-Essonne Sénart, Paris-Ouest La Défense, Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Grand Parc. Un grand merci à ces territoires parce qu'on a besoin d'eux. Et puis un grand merci à tout le monde pour la réussite de
cette année TechInnov 2021. Merci beaucoup, Didier Déné. Laurent Legendre. Alors, TechInnov innove, et donc TechInnov ne se termine pas ce soir. Il faut rappeler ça, hein, c'est pendant tout le mois d'avril. Hein. Voilà, nous avons encore pour tous les gens qui ont fait toutes ces demandes de rendez-vous la possibilité de les servir pendant un mois. Et ça, c'est très important, ça continue. Et puis, on innove aussi parce que cette année, on fait un challenge de plus, qui est un challenge qui va se dérouler pendant ce mois et où on va pouvoir non pas sélectionner sur un concours de pitch, mais sélectionner sur des rendez-vous des entreprises dans le domaine de la défense avec MBDA et Airbus. Très bien. Et malgré les circonstances sanitaires, vous êtes, je suppose, un président heureux. Oui, ouais, tout à fait. Les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure montrent que l'on ne s'était pas trompé et qu'on a bien fait d'organiser cette forme dématérialisée contre les problèmes de la crise sanitaire. Nous avons trouvé la solution. Merci, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. TechInnov donc continue pendant tout le mois d'avril et puis on attend presque avec impatience 2022. Ce qu'on peut regretter, c'est que d'habitude on conclut toujours par un bon moment de convivialité. Oui, là, ça sera moins convivial, mais on est heureux quand même. Merci à tous les deux, merci à tous et à très vite pour des nouvelles de TechInnov.